Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 L'Actu qui fait le tour, comme chaque jour, de votre information locale. Et on débute cette édition avec l'image du jour et la présentation ce matin au Technocentre de Guyancourt de la nouvelle Renault Twingo, 3e génération du nom. Principale révolution de ce nouveau modèle, un moteur à l'arrière du véhicule. La Twingo devient aussi pour la première fois une 5 portes. Pour le reste, elle sera déclinable en 4 couleurs, l'habitacle sera personnalisable et vous pourrez connecter votre smartphone pour en faire un tableau de bord. Chez Renault, on a souhaité un retour aux sources avec la première génération de la petite citadine, comme nous l'explique Karsten Krapf, directeur du programme Twingo. Quand on parle de Twingo, on parle de la saga Twingo. Donc la Twingo, la première, la Twingo 1, a été présentée en 1992 au Salon de Paris, ça c'était la Twingo 1. Ensuite, on l'a remplacée en 2007 par Twingo 2. Et avec cette Twingo 3, on voulait surtout retrouver un peu le caractère innovant et iconique de Twingo qu'elle était à ses débuts dans les années 90. Donc cette Twingo, c'est vraiment une voiture citadine avec une architecture très particulière. Dès 2008 d'ailleurs, nos ingénieurs se sont vraiment penchés sur la question comment rendre ou retrouver ce caractère innovant. Et ça s'est traduit par cette architecture très particulière, en tout cas sur ce segment-là. Donc une architecture avec moteur arrière. Et cette architecture avec le moteur arrière, c'est vraiment au bénéfice du client. Il y a vraiment deux raisons majeures ou deux bénéfices majeurs pour le client avec cette architecture arrière. C'est la grande habitabilité et la compacité extérieure. C'est-à-dire, je peux citer deux chiffres. Cette voiture-là, elle est 10 cm plus courte par rapport à Twingo 2 extérieurement. Et à l'intérieur, de la boîte à gants jusqu'à l'arrière, jusqu'au seuil de coffre, on va retrouver 22 cm de plus. On reste sur le thème de l'automobile avec une nouvelle victoire pour l'avocat Rémi Jossaume face à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Spécialisé dans le code routier, il vient de faire annuler par le tribunal de police de Versailles des PV de stationnement. Des PV de stationnement dont les tarifs ont été jugés illégalement fixés par le maire. C'est la 3e fois en 6 ans qu'il gagne un procès face à la municipalité. Patrick Jacques de Dixmude et Jonathan Villeman pour les images. Nouvelle victoire pour l'avocat Rémi Jossaume face à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Le tribunal de police de Versailles a rendu sa décision le 14 février. Les procès-verbaux de stationnement dressés par la police municipale ne sont pas conformes à la législation. Les tarifs pour ces PV doivent être fixés par le conseil municipal ou bien le maire seul s'il obtient une délégation. Néanmoins, cette délégation doit respecter certaines conditions. Cette délégation doit être encadrée, définie, délimitée. Et là, le conseil municipal a donné tout pouvoir sans limitation au maire, de sorte que cette délégation du conseil municipal vient en contradiction avec le Code général des collectivités territoriales. C'est la 3e victoire en 6 ans de l'avocat dans sa bataille contre les PV illégaux dressés par la municipalité de Montigny. En 2008, il avait prouvé que le code de la route n'obligeait en rien les automobilistes à afficher leur ticket au rodateur. En 2010, il a fait annuler des procès-verbaux car la mairie n'avait pas expliqué clairement pourquoi elle faisait payer leur stationnement aux automobilistes. Ce sont donc des failles dans les arrêtés municipaux qu'exploite à chaque fois l'avocat pour gagner ses procès. Et du côté de la mairie, on donne le sentiment d'être un peu résigné. La fixation des prix, c'est pas limité, alors qu'on doit le limiter. Bon, ça a toujours été fait comme ça. Je veux dire, moi, je n'ai rien inventé. Hein, c'est mes services qui établissent les choses. Donc voilà. Mais après, je pense qu'ils vont encore continuer à gratter pour trouver encore quelque chose. Vous savez, les lois évoluent tellement. Il faut en permanence. En permanence, il faut se remettre à jour. Donc, vous savez. Des changements permanents dont devra en tout cas se méfier la prochaine équipe municipale. Mardi, Marisol Touraine, ministre de la Santé, l'a annoncé, les sages-femmes, après plus de 4 mois de lutte, vont obtenir un nouveau statut médical. À l'hôpital André Mignot de Versailles, cette avancée est plutôt bienvenue, même si on demande à voir concrètement ce que ces annonces vont donner. Jonathan Villeman pour les images. Un nouveau statut pour les sages-femmes. Marisol Touraine, ministre de la Santé, l'a annoncé hier matin. Les sages-femmes qui entrent dans leur 5e mois de grève ont été entendues et les choses devraient bouger. Un nouveau statut, des compétences mieux reconnues ou encore une rémunération revalorisée. Sur le principe, les nouvelles semblent plutôt bonnes. Oui, mais sur le principe seulement pour les sages-femmes, à qui on promet beaucoup depuis longtemps, sans jamais rien de concret ensuite, alors forcément, elles restent prudentes face aux annonces.
Le mouvement, cette année, il dure depuis le mois d'octobre, le 16 octobre précisément, mais l'histoire d'accéder à un statut spécifique pour les sages-femmes date déjà une revendication qui date déjà depuis 2001. Donc voilà, on demande à voir. Déjà, certaines réponses du ministère ne satisfont pas la profession. Pas de statut similaire aux médecins, dentistes ou pharmaciens comme réclamé, et une revalorisation salariale au stade de projet dont les négociations n'ouvriront qu'au mois d'avril. Autre point qui divise, la création d'un statut hors fonction publique pour les sages-femmes. Les syndicats craignent dans ce cas une précarisation de la profession. C'est une crainte qu'ils ont. Maintenant, il y a des lois qui disent qu'il faut X sages-femmes pour X nombre d'accouchements. Pourquoi, si on change de statut, il y aurait besoin de moins de sages-femmes? On ne comprend pas. D'ores et déjà, les sages-femmes ont annoncé que la grève était maintenue au plan national. Le mouvement devrait même se durcir dans les prochaines semaines. Nous partons maintenant à la rencontre d'un Yvelinois qui a choisi de s'expatrier en Amérique du Nord et plus précisément au Québec. Ronan Duet a grandi dans le département depuis sa naissance en 1987. Sa passion, le monocycle qu'il pratique en freestyle, un talent qu'il développe aujourd'hui dans une prestigieuse école de cirque à l'étranger. Un reportage de Nicolas Kirilovitz, de Franck David pour Radio Sensation et TV Fil 78. C'est ici, à l'École nationale de cirque de Montréal, que Ronan et son partenaire Dorian font ce qu'ils aiment, monocycle, acrobatie, portée au sol. Le cirque, c'est leur passion et ils veulent la faire partager. On cherche plutôt des fois à provoquer un peu le public, à lui faire peur, à aller le faire trembler avec nous, quoi. Des fois, l'idée, le cirque, c'est aussi du danger et c'est ça qu'on va exploiter des fois. Et comment on va faire réagir le public à ce niveau-là. Je crois que nous, on essaye surtout de pousser le public dans ses retranchements, dans des endroits où il n'a jamais été. Ronan commence à jongler à l'âge de 9 ans. Quelques années plus tard, il monte une association avec des amis. Mais c'est en sortant de l'université qu'il saute le pas et entre à l'école de cirque de Lyon. Il y rencontre Dorian, aujourd'hui son partenaire, qui le suivra jusqu'à Montréal. Là, en plus d'être amis d'abord, on est collègues de travail. Et puis, en plus d'être juste collègues de travail, on est porteurs-voltigeurs. Donc, il y a aussi une question de confiance, de sécurité, de mise en... Genre, je mets ma vie entre ses mains, entre guillemets. Donc, il y a aussi une confiance extrême, entre guillemets, qui se place. Ronan est dans sa deuxième année ici à l'École nationale de cirque de Montréal, une école renommée dans le monde entier et très formatrice pour les jeunes artistes. Ils sont d'ailleurs 150 à suivre des cours ici. Ici, justement, Ronan peut se perfectionner, accompagné d'anciens artistes aujourd'hui devenus professeurs. Parce que là, je monte, je sais qu'il va me falloir du temps pour me placer, puis je vois le mur arriver. Oui, mais il va très vite, il accélère parce que les épaules sont pas là. Ouais, ok. Je suis d'accord. Mais t'es pas au-dessus, donc il peut pas tourner parce que ça accélère. Ouais, okay. On veut des éléments techniques le plus difficile possible parce que les gens aiment le spectaculaire. D'un autre côté, s'il n'y a pas d'histoire qui accompagne la technique, ça devient du sport, qui n'est pas méchant en soi, mais c'est pas les arts du cirque. Et nous, on enseigne les arts du cirque. C'est pour ça que même on apprend ça plus loin. Travail et rigueur sont nécessaires pour que Ronan devienne à son tour un artiste de cirque. Mais le plus difficile, c'est la distance avec les proches. On a fait beaucoup de sacrifices en venant ici par rapport à nos familles, nos amis. On aura envie de repasser à nouveau beaucoup de temps en France, je pense. Mais c'est une chance d'avoir une ouverture sur l'Amérique du Nord comme ça. Avoir des contacts avec la TOU, avec le Festival Montréal Complètement Cirque, c'est des choses qui sont hyper favorables pour l'avenir. 95% des élèves qui sortent de l'école de cirque de Montréal sont embauchés dans des troupes. Mais le rêve de Ronan, c'est de créer sa propre compagnie, toujours avec Dorian. Et sachez, si le Québec vous intéresse et vous fait rêver, que ce dimanche 9 mars sur Sensation Yveline 98.4, l'émission Un zeste d'info sera entièrement consacrée à cette province francophone du Canada.
Des idées de séjour, mais aussi des rencontres avec d'anciens Yvelinois vous y seront proposées. Meilleur apprenti de France, un titre dont rêvent de nombreux jeunes et une réalité pour 4 Yvelinois, parmi eux Anaël et Cameron. Tous deux ont réussi ce prestigieux concours national. Nous les avons suivis jusqu'au Sénat pour leur remise de prix. Claire Cambier et Patrick Jacques de Dixmude. C'est dans le somptueux décor de la salle des conférences du Sénat que les meilleurs apprentis de France ont reçu leur récompense. De la cuisine à la mode en passant par la prothèse dentaire, tous les secteurs étaient représentés. Parmi ces jeunes prodiges, Anaël et Cameron portaient les couleurs du département des Yvelines. Leur spécialité, l'art de la table et du service. Quand on voit tous les meilleurs ouvriers de France, tous les cuisiniers avec le col bleu, blanc, rouge, qui viennent vous serrer la main, qui viennent vous parler, etc. C'est déjà ça, c'est beau, et puis c'est vrai qu'on est sur un lieu quand même assez magnifique, quoi. Impressionnés et ravis, ils ont reçu leur diplôme et bien entendu la fameuse médaille d'or du concours de meilleurs apprentis de France. Là, juste ici. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir reçu ici dans ce lieu ? C'est un pur bonheur. Ça fait énormément plaisir. Pour obtenir cette médaille d'or, ils ont dû obtenir une note supérieure à 16 sur 20 aux sélections départementales, régionales et enfin à la finale nationale. Une poignée seulement sont récompensées dans chaque filière. Pour arriver à un tel niveau, il a fallu se préparer 1 an et demi d'entraînement avec leur professeur. C'est lui qui a repéré leur potentiel et leur principal atout. L'envie, la passion, parce qu'il a fallu énormément de travail, revenir pendant les vacances, travailler pendant ces jours de congé, et puis une remise en question perpétuelle, permanente, parce que voilà, c'est jamais correct, c'est jamais bon, c'est jamais parfait, donc il a fallu en permanence travailler. Et ils ont ces qualités-là. Beaucoup de travail et une motivation mise à rude épreuve. J'avoue, j'ai failli abandonner à un moment parce que c'est vrai qu'on rêve, on mange MAF, on rêve MAF, etc. Donc voilà, mais après, il faut persévérer. Et franchement, je ne regrette vraiment pas que les professeurs m'ont poussé et d'avoir persévéré là-dedans, quoi. Parmi les épreuves, la reconnaissance de produits comme ici avec un plateau de fromage. Juste derrière, donc, vous avez le Saint-Nectaire, qui provient d'Auvergne. Mais aussi une mise en place de table, une argumentation commerciale, une démonstration de crêpes flambées comme ici. Voilà, je vais bientôt pouvoir flamber. Comme ceci, on présente bien. Comme ceci, on met un petit peu de sucre. Ou encore la préparation d'un cocktail. C'est un cocktail qui est frappé au shaker. Des épreuves qu'ils retrouveront au baccalauréat dans quelques mois. Ce concours permet en tout cas de mettre en lumière et de valoriser leur filière peu visible. On n'est pas seulement des porteurs d'assiettes, il y a des connaissances à savoir sur les fromages, les vins, des accords à faire avec les plats. Anaël rêve de concilier voyage et travail, nous la retrouverons peut-être sur des bateaux de croisière. Cameron souhaiterait de son côté travailler dans un grand palace. Leur nouveau titre devrait leur permettre de réaliser leurs rêves. Et c'est la fin de ce 7-8, c'est l'actu. Retour de votre édition lundi avec Wilfried Richy. Dans un instant, le 7-8 Week-end présenté par Anthony Reich. Excellente soirée sur TV Fil.